Salutations les amis, ici Neldurion et bienvenue pour cette nouvelle vidéo dans l'univers de Star Wars. C'est ni plus ni moins qu'une review comics d'un titre Star Wars, d'où le fait que je place cet épisode dans la playlist éponyme. Je ferai ça dorénavant pour les titres Alien, Valiant et si d'aventure il y a une autre playlist qui voit le jour, un de ces quatre, ce sera pareil. On se retrouve donc pour l'ascension de Kylo Ren, mon personnage préféré, mon seul point positif finalement de cette postlogie vivement critiquée, je le sais. Eh bien, ce titre, c'est la deuxième fois que je le lis. Je le lis exprès déjà parce que je me suis remis dans Star Wars très fort depuis ce début d'année. En parallèle, je lis aussi du Batman, ce sont vraiment mes deux axes de lecture principaux pour 2024. Et vous l'avez remarqué, mais j'accentue particulièrement les choses, là, en ce début d'année, sur les sorties de vidéos. Donc, l'ascension de Kylo Ren, eh bien c'est tout simplement le récit qu'il manquait pour apprécier toute la profondeur de Kylo Ren, Ben Solo de son nom passé. Ben Solo, il porte un héritage extrêmement lourd. Et je pense que c'est même d'ailleurs le point de départ, le point d'ancrage qui vont faire dériver le personnage jusqu'aux abysses et côtoyer le côté obscur. Alors moi, j'apprécie grandement ces personnages-là qui ne sont pas tout blancs ou tout noirs, mais plutôt dans une zone intermédiaire qu'on pourrait qualifier de grise, puisque à la manière, eh bien, de son grand-père, feu Dark Vador, mais surtout Anakin Skywalker, quand même, on l'a surtout connu pour ça dans ses jeunes années, eh bien, ce cheminement du côté lumineux, puis gris, puis totalement noir, et du noir revenir à la lumière. C'est finalement ce qui a caractérisé son grand-père, et ce qui caractérise aujourd'hui Ben Solo, quand on apprécie la trilogie de l'épisode 7, 8 et 9, le personnage finalement a eu un traitement équivalent. Je vous vois venir, effectivement, est-ce qu'on peut comparer Kylo Ren en termes de grandeur, de côté épique à Dark Vador? Certains vous diront c'est impossible, mais moi je vais vous le dire, on peut tout à fait le faire, mais il faut le faire via un prisme différent. Effectivement, Dark Vador s'est installé sur des décennies, tandis que Kylo Ren, finalement, n'a eu la lumière sur lui que pendant quelques films, dans un laps de temps très court. J'en reviens donc à ce récit, qui permet d'approfondir le personnage, d'éclaircir des zones d'ombre, et mon choix de mots est important, sur des événements de son passé. Alors, quelque chose tout de suite, c'est que, dès le départ du récit, on a un Ben Solo qui est en pleine phase d'apprentissage dans le temple fondé par son oncle, Luke Skywalker. Encore un personnage qui vient alourdir l'héritage de ce dernier. Pour moi, Ben Solo, c'est avant tout un gamin avec une affinité très particulière, très poussée avec la Force. Il est le meilleur des Padawans du nouveau temple Jedi fondé par Luke. Et on attend de lui des résultats peut-être trop grands. Pour moi, Ben Solo, c'est vraiment un point particulier qui va le faire basculer. Même si on pourrait dire que cette noirceur est en lui depuis le départ, elle était finalement infime et à la manière d'Anakin Skywalker, le décès de sa mère qui avait été emmené et tout par les pirates du désert, les pillards Tusken, eh bien, c'est un petit peu ça qui se passe avec Ben Solo, c'est que finalement, une nuit, on imagine, on n'a pas tout à fait la réponse, mais on imagine que Luke Skywalker a senti ce qu'allait être la suite, a senti finalement le tournant qu'allait prendre la galaxie et la calamité que ça allait être, justement, ce qui donne lieu au film 7, 8, 9. Et il s'est dit, le mieux c'est que je lui sabre la tronche pendant son sommeil. Moi personnellement, cette scène, elle m'horripile totalement. Au travers du livre, au travers du film, c'est la même chose pour moi, c'est complètement indigeste. L'acteur de Luke Skywalker le dit lui-même, c'est vraiment quelque chose qu'il n'a pas apprécié dans cette postlogie, c'est vraiment le traitement de son personnage. C'est complètement incohérent avec le Luke Skywalker qu'on a connu dans les films précédents, mais surtout moi dans toutes les lectures que j'ai faites de lui, c'est pas ce personnage-là que je retrouve dans la postlogie. Et par conséquent, faire de lui le point de bascule de Kylo Ren, eh ben alors là, ça non plus, ça ne fonctionne pas pour moi, c'est pas bon pour le personnage. Mais c'est son histoire. Alors, les réelles motivations de Luke, c'est finalement mon appréciation. Si vous en avez d'autres en commentaire, allez-y, je serai tout oui. Concernant la suite, eh bien moi il y a quelque chose que j'attendais au tournant dans ce récit complet, c'est les Chevaliers de Ren. Parce que oui, dans les films, ils nous sont présentés de manière un peu obscure, surtout dans le 7, dans l'éveil de la Force, on les voit dans un plan qui est très beau. De toute façon, la photographie des films Star Wars a toujours été merveilleuse, je trouve. Et
et ces chevaliers avaient énormément de mystères autour d'eux, un mystère complètement détruit, en fait, même pas appréhendé. Dans l'épisode 9, ils se font anéantir en un combat de 25 secondes. Bon, ils se font anéantir par Kylo Ren, donc c'est pas n'importe qui, c'est quand même leur chef. Et justement, comment est-il devenu leur chef? Eh bien, ce comics vous en apporte la réponse, et j'ai vraiment, vraiment adoré tous ces passages-là. Parce que oui, c'est un gros morceau dans le récit, tout cet aspect de comment Ben Solo va quitter le temple de Luke. Alors vous le savez, hein, vous avez vu les films, hein, ça va être l'incendie total du temple. D'ailleurs, comment est-ce qu'il a mis le feu au temple de Luke, comment il a tout détruit? Eh bien ça, c'est montré de manière très subtile dans le comics. On n'a pas une explication textuelle claire de ce qui s'est produit, mais on a 3 padawans, des élèves qui ont côtoyé Ben Solo de très près, qui débarquent en vaisseau et qui n'étaient pas présents au moment des faits, dans cette terrible nuit, et qui ne sentent plus la force de plus personne, à part celle de Ben Solo. Même Luke Skywalker, on imagine qu'en fait au moment où les padawans débarquent sur la planète, il a déjà disparu en fait. Pour lui c'était déjà trop, il a tout abandonné. D'où son exil plus tard. Il ne reste plus que Ben Solo face à un temple en ruine, le regard vide, et qui se demande bien qu'est-ce qu'il va pouvoir faire ensuite. Et en fait ces 3 padawans vont avoir une importance cruciale dans le récit, parce que là encore, ils vont constituer le point final de la bascule pour Ben Solo. Est-ce que vraiment il va embrasser le côté obscur, ou est-ce qu'il va revenir dans la lumière? Luke Skywalker, ça a été la question. Il a posé la question, ça a créé un premier événement assez dramatique. Mais là, les 3 padawans, c'est la bascule. Je ne vous dirai pas le destin qu'attend ces padawans, parce qu'il pourrait vous surprendre. D'ailleurs, leur histoire est très bien développée, et je trouve que tout l'attachement qui les lie, ces 4 padawans, avec Ben Solo compris, il est vraiment bien expliqué, vraiment bien interprété, et surtout bien utilisé pour un moment précis, puisque Kylo Ren va décider d'aller voir Snoke, et là, j'aimerais faire une petite parenthèse. Snoke, à ce moment-là, c'est un peu l'avatar du mal dans ce monde naissant que sera la postlogie, et on ne sait pas encore à ce moment-là évidemment que ce n'est qu'une projection, un clone de Palpatine, mais Snoke avait vraiment une prestance importante, et Ben, juste après l'incendie du temple, décide d'aller le rejoindre, et jusqu'à présent en fait il communiquait avec lui par le biais de la force, une espèce de télépathie, hein, à la manière de Charles Xavier avec ses mutants, exactement la même chose. Et Snoke en fait s'adressait à lui, on imagine qu'il l'a influencé sur plusieurs décisions, etc. Il le retrouve sur une planète, je vous la mets juste ici, et bien cette planète-là, quand je l'ai vue, ce comics-là, je l'ai lu il y a plusieurs années, et je l'ai relu pour la vidéo d'aujourd'hui. Il y a plusieurs années, j'ai pas tilté. Pourquoi? Parce que récemment, il y a quelques mois maintenant, j'ai lu le premier tome de la Haute République en comics, et ceux qui ont suivi. Mais dans ce premier tome de la Haute République, le comics adulte, que je vous mets juste ici, il y a une planète qui nous est présentée aussi dans ce comics. Ce sont les mêmes. C'est la même planète. Cette planète, c'est le berceau des Drengir. Je ne vous en dirai pas plus parce que ça c'est un spoil, si je vais davantage dans le détail. C'est un spoil, c'est la grosse menace de la Haute République. C'est sur cette planète qu'elle a émergé. Moi j'ai adoré qu'on ait ce clin d'œil absolument invisible pour un œil non avisé. C'est-à-dire que quand j'ai vu ces 2 planètes-là, j'ai fait le lien, j'ai ressorti mon comics de la Haute République, j'ai dit putain c'est la même planète. Et bam, je suis allé sur internet, sur Wikipédia, et j'ai pu consulter un petit peu pas mal d'infos, notamment sur des forums américains hein, qui ont exploré le sujet, et jusqu'à un moment où j'ai réussi à trouver quelqu'un qui en parle, et effectivement on a eu la confirmation, c'est bien la même planète. D'ailleurs il y a quelques événements dans le comics de l'ascension de Kylo Ren qui font écho à ce qui s'est passé dans le passé, pendant l'ère de la Haute République, sur cette planète. Et j'ai trouvé ça génial que les choses s'imbriquent de cette manière-là. Alors que la temporalité qui sépare les 2 histoires, elle est folle. Hein. Et je vous rappelle quand même que la Haute République, c'est, en tout cas dans la période connue de la Haute République, c'est 350 ans, phase 2 de la Haute République, avant la menace fantôme. Vous avez vu le gap temporel qu'on se tape? J'ai trouvé ça super bien de la part des scénaristes de faire tout ça. Évidemment pourquoi? Parce que c'est Charles Soule qui est à l'origine de l'ascension de Kylo Ren, un scénariste que j'adore tout particulièrement. Voilà, je voulais vous faire part du coup de cette petite parenthèse, j'ai trouvé ça extrêmement intéressant que Snoke
se soit intéressé, et donc par le biais de Snoke, Palpatine, se soit intéressé à ces entités du côté obscur que sont les Draenir. Revenons-en à notre récit, et je n'irai pas trop plus loin dans le développement du scénario, parce que c'est important que vous le lisiez vous aussi, et vous faire surtout une idée peut-être différente du personnage de Kylo Ren, de Ben Solo. Et bah moi je l'ai adoré, ce comics. Évidemment, il manquerait, à mon sens, quelques réponses. J'aurais aimé qu'on apprécie davantage le lien entre Luke et Ben. J'ai trouvé que c'était peut-être un petit peu trop expédié dans le récit. Et j'ai adoré le développement aussi du personnage de Ren, R-E-N, le chef des 7 chevaliers, lui compris, hein. Ils sont 7 au total. Et bien la rencontre entre lui et Ben Solo, puisque Ben Solo, par le biais de Snoke, va connaître les chevaliers de Ren, va décider de les rejoindre, et il y a tout un rite d'acceptation au sein des chevaliers de Ren, et tout cet aspect-là, c'est exactement ce qu'on aurait aimé savoir pour les films. Ça donne beaucoup plus de profondeur à tout. En fait, les comics et les romans, c'est d'une richesse. J'aurais aimé qu'on me dise, mais lis ça, vois ça, avant d'apprécier telle chose, parce qu'au final, ça vous donne une dimension qui est complètement gargantuesque, en fait. Les chevaliers de Ren, du coup, sont très bien développés dans le récit, c'est encore un très bon point à ce niveau-là. Voilà, encore une fois, je vous le disais, c'est une super histoire. Il manque quelques éléments de réponse, il y a quelques zones d'ombre encore, mais la majorité des choses que je voulais voir, typiquement, je vous le dis comme ça, comment est-ce qu'il a fabriqué son sabre laser? Parce que vous l'avez peut-être vu, mais quand il n'est que Ben Solo, au sein du temple Jedi, son sabre, c'est le début de ce que sera son sabre en crossguard. Eh bien, on apprend comment il a réussi à infuser le cristal Kyber. Où est-ce qu'il a trouvé le cristal Kyber aussi? Et ça, c'est très important, parce qu'ils se font de plus en plus rares à l'époque où se déroule ce récit. Les cristaux Kyber, c'est le bordel, hein. Et j'ai adoré tout ce développement, j'ai particulièrement apprécié comment il fabrique son sabre, et tous les questionnements internes du personnage, sa relation avec Snoke. Pour moi, tout y est, sauf évidemment, mais parce qu'on a toujours des choses à redire quand on aime. Quand on aime, on veut tout. Et là, je le sens quand je vous en parle, j'en parle avec passion, c'est vraiment... Kylo Ren, pour moi, ça a été la révélation de cette postlogie, c'est pour moi vraiment le truc excellent que j'en dégagerais. Je n'ai pas aimé Rey, de savoir que potentiellement la suite de Star Wars, elle y sera à coup sûr, et il y aura un développement autour d'elle que j'espère bien meilleur. Peut-être que ça me fera changer d'avis à son sujet, mais je l'ai trouvé trop lisse, pas assez bien exploité. Enfin bon, je vous parle pas de Finn, Rose et tous ces personnages de second plan. Poe Dameron, je l'aime bien, mais parce que c'est Oscar Isaac. Je pense qu'on aurait mis une autre tête à sa place, ça serait peut-être pas aussi bien passé. Voilà les amis, donc l'ascension de Kylo Ren. Foncez si vous voulez approfondir le personnage, moi je vous le recommande énormément. On se dit à très vite pour la suite de la playlist Star Wars, j'ai des choses excellentes à vous présenter, et notamment, eh bien, l'univers canon, comme la phase 2 également de la Haute République. Ciao, et que la force soit dans vos lectures.